bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision. Il est avec nous, même si ce n'est pas vendredi. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'actualité ne vous a pas échappé. On sait que vous êtes un fervent et un fan de la matinale, donc vous suivez évidemment l'actualité. On en parlait ce matin, ce qui s'est passé encore à Tsararano hier, ce qui s'est passé ce matin à Msangadoua, ce qui s'est passé hier à Kahani, des violences, mais comme jamais, de plus en plus. Elle est où la solution, Daniel? Déjà, il faut que les autorités acceptent qu'ils ne maîtrisent pas ce territoire. Ouais. Et que, très clairement, la population est soumise à des jeunes violents, agressifs, d'une violence inouïe, Oui. qui n'ont pas de limite. On a pu le voir pendant les fêtes de fin d'année. On le voit encore. Même, j'ai quelques mots de pensée d'amitié pour le candidat de Dembéni qui a été gravement blessé ce week-end. Pour dire que l'insécurité, elle est... C'est pas lié au fait c'est pas lié, c'est bien sûr, c'est pas lié. Pas, Justement, ce que par contre tout le monde doit comprendre, c'est que il n'y a pas... Personne est en sécurité sur le territoire. Il n'y a pas de distinction entre tel et tel et tel individu. Un individu qui se trouve à un endroit qu'il ne devrait pas peut se faire agresser violemment, gratuitement, et finalement se retrouver dans un état extrêmement grave. Donc nous dénonçons cela. C'est ce que nous essayons régulièrement de faire comprendre à l'État, que s'il est vrai qu'il y a des moyens qui sont nouveaux, qui sont déployés sur le territoire, ils sont loin d'être suffisants. Et bien évidemment, prendre position pour que Mayotte aille mieux, ça veut dire également dénoncer le manque de moyens criants. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas me satisfaire des discours condescendants que nous avons régulièrement de l'État, qui consiste à dire, voilà, nous avons renforcé les moyens, donc les choses vont mieux à Mayotte. Non. Les choses ne sont pas pires, peut-être. Vous avez renforcé les moyens, les choses ne sont peut-être pas plus pires. Mais pour autant, nous ne sommes pas dans une situation de vie normale. Et cela, seul l'État, avec une prise de conscience et des moyens nouveaux, pourra le faire. Moi, je tiens quand même à dire que, au-delà de ce qui est fait classiquement, on voit bien que le schéma consistant à dire on arrête, on juge, on emprisonne et puis finalement on libère ne fonctionne pas sur le territoire de Mayotte. Moi, je préconiserais très concrètement que tout jeune commettant des actions répréhensibles soit éloigné du territoire de Mayotte, qu'il soit pris en charge. C'est-à-dire qu'on l'envoie dans un autre département de France, à Toulouse, à Paris, à Bordeaux? On l'envoie dans un département où il pourra être pris en charge, où il pourra être rééduqué, réinséré, mais sur le territoire de Mayotte, à l'instant où je vous parle, les dispositifs de réinsertion, d'accompagnement et de suivi ne sont pas en place. Ce qui veut dire très clairement que si un jeune délinquant est arrêté et qui n'est pas emprisonné, eh ben, il est relâché dans la nature et il se retrouve immédiatement en contact avec ses victimes. Et ça aussi, les victimes le vivent très mal. Donc si nous voulons améliorer véritablement l'environnement local, il est nécessaire de mettre des mesures d'éloignement de ces jeunes délinquants, qu'ils soient français ou pas, qu'ils aient nationalité ou pas, immigrés ou pas. Je ne fais pas la distinction. Je considère que notre environnement ne permet pas d'assurer la sécurité de la population et encore moins de pouvoir accompagner et éventuellement sortir de cette délinquance. Parce que vous savez qu'un système judiciaire, Daniel Zaidani, tel qu'il existe à Mayotte, c'est-à-dire tel qu'il existe en France, est adapté? Elle est crue cette question, elle est dure, je vais encore me faire taper dessus. Mais est-ce qu'elle est adaptée à la situation de Mayotte? Je dirais que le système judiciaire est adapté. Ce qui ne convient pas, c'est qu'on se refuse de donner les moyens d'éloignement. Vous voyez, en France métropolitaine, à Paris, lorsque un jeune délinquant est repéré et identifié, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en province, on l'envoie à la campagne, on l'éloigne de son environnement direct qui favorise justement le regroupement et l'effet de bande. À Mayotte, on n'éloigne pas. On attrape un jeune, on lui fait la morale, on lui dit d'arrêter, et puis on le remet dans son environnement de violence, et ça recommence immédiatement. On sait bien que, effectivement,
beaucoup de jeunes sont isolés sur le territoire. On les a recensés à un moment donné, plus de 4000. Ben, ces jeunes-là, à un moment donné, s'ils ne sont pas accompagnés, s'il n'y a pas les dispositifs adéquats, qu'est-ce qu'on fait? On les regarde et on les regarde nous agresser? Non. Il faut à un moment donné, soit on nous donne les moyens de pouvoir construire ces foyers. Le Conseil général, il peut, mais il ne peut pas tout faire et il ne peut pas tout faire immédiatement. Donc, nous sommes français. Moi, je vous dis, hein, la vérité, c'est que il y a des dispositifs qui existent en France et qu'on ne veut pas étendre à Mayotte. En France métropolitaine, lorsque, par exemple, lorsque un conseil départemental n'a pas suffisamment de locaux pour accueillir un mineur isolé, parce que il a été identifié auprès des services sociaux. Ben, qu'est-ce qu'on fait en France métropolitaine? Eh ben, on a la possibilité de le placer dans un autre département français, là où il y a de la place. À Mayotte, ce texte n'a pas été étendu Alors, volontairement. C'est-à-dire que la loi existe de pouvoir éloigner un mineur, ou en tout cas améliorer son suivi, mais ce texte de loi n'a pas été étendu sur le territoire de Mayotte. Mauvais humour, mais dans l'autre sens, ça marche. On a vu les déclarations de Ségolène Royal qui expliquent clairement que les pédophiles enseignants en métropole sont envoyés en Outre-mer parce que c'est loin. Donc dans ce sens-là, ça marche. Hein. Bah écoutez, moi j'ai fait ma scolarité à Ça vous a Mayotte. choqué, ça? J'ai fait ma scolarité à Mayotte Ouais. et je confirme ces propos à Mayotte. Clairement. Vous êtes J'ai d'accord avec j'ai fait, j'ai fait ma scolarité à Mayotte, j'ai eu mon bac en 95, j'ai fréquenté le collège, j'ai fréquenté le lycée et je vous confirme que les propos de Ségolène Royal sont vrais. Quand vous dites vous confirmez, ça veut dire quoi? Vous avez été vous-même victime? Non, de ce genre de choses? je n'ai pas été victime personnellement, mais j'ai vu des choses quand j'étais adolescent. Et je peux vous Qu'est-ce assurer. que vous avez vu, Daniel? Bah écoutez, j'ai vu effectivement des profs avec des profs avec des garçons, des profs avec des mineurs, élèves dans l'établissement, que c'était connu du cadre pédagogique et que finalement il n'y avait pas de sanctions particulières. Voilà, c'est une réalité que j'ai connue, que j'ai vue et qui est connue par tout Mahorais qui a fréquenté les établissements scolaires à Mayotte. Vous êtes conseiller départemental. Je voudrais qu'on parle aussi de la réforme des retraites. Hein. On va en discuter au Parlement, mais je voudrais qu'on en parle aussi sur ce plateau, parce que Mayotte, évidemment, est concernée. Mais juste avant, vous êtes conseiller départemental. Notre confrère Denis Herman a révélé, probablement à juste titre, mais vous allez le confirmer ou pas, que le conseil départemental avait donné une subvention de 500 000 € pour la production d'un film sur qu'on appelle ça Tropique de la violence. les tropiques de la violence. Un faux ou un tox alors? Alors, Ça a été voté ou pas? moi je vous confirme que lors de la séance du 10 décembre, Oui. un rapport nous a été présenté en vue d'être adopté. Ce rapport, effectivement, c'était une subvention à hauteur de 500 000 € pour une boîte de production métropolitaine. Oui. Cette boîte de production était rentrée en contact avec la délégation du Conseil général qui se trouve à Paris. Et d'ailleurs, le rapport qui nous a été présenté était accompagné d'une note explicative qui expliquait pourquoi nous devrions adopter ce rapport et donner cette subvention. Je peux vous dire que la présentation de ce rapport a fait l'objet d'un débat qui a quasiment duré 1 heure. Il faudra peut-être obtenir le compte-rendu de ces échanges qui ont eu lieu durant la séance. Mais à titre personnel, je me suis battu farouchement afin d'expliquer à mes collègues qu'il n'était pas possible de subventionner cela, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons des producteurs locaux à Mayotte qui peinent, vous voyez, on voit les séries qui sont passées sur votre chaîne, que ce soit Combo, que ce soit celle Bien de sûr. Rijali, etc., qui ne sont pas accompagnés, et je le sais bien parce qu'ils se rapprochent de nous, les conseillers, pour qu'on puisse les aider. Donc, comme on ne les aide pas depuis 5 ans, il serait quand même très surprenant qu'on donne une subvention de 500 000 € à un producteur qui se trouve en métropole pour parler de Mayotte, alors qu'eux-mêmes, qui sont sur le territoire, veulent parler du territoire de Mayotte, ils ne sont pas subventionnés, alors qu'ils demandent 10 fois moins que ce qui a été proposé là. Deuxièmement, on nous a fait comprendre au cours du débat qu'effectivement, le livre sur lequel on allait s'appuyer n'était pas un livre qui allait favoriser. Qui n'allait pas donner une bonne image Voilà. à Mayotte, mais clairement. Mais à demi-mot, on a essayé de nous faire comprendre que si on subventionnait, l'auteur ou le producteur pourrait atténuer, adoucir ses propos. Et donc, c'était pour cette raison essentiellement que cela avait été proposé. Mais je pense que finalement,
après avoir sensibilisé tout le monde, en tout cas sur mon point de vue et d'autres conseillers aussi, au final, le rapport a été rejeté. Mais je peux vous dire qu'il y avait véritablement une volonté de le faire passer. Je ne sais pas qui était à l'origine, à part peut-être la délégation de Paris, qui est peut-être déconnectée de la réalité locale, mais véritablement, cela a été rejeté lors de cette séance. Donc Denis Herman avait en partie raison. Daniel Zaidani, j'aimerais qu'on parle de, ça passe très très vite, il est 7h22, qu'on parle très très vite de la réforme des retraites. Alors, ça fait beaucoup de bruit en métropole, énormément de bruit en métropole. À Mayotte, un petit peu, mais pas tant que ça. On a le sentiment, et on en parle souvent ici dans cette matinale, que bon, la réforme des retraites, c'est une histoire de blanc. C'est cru ce que je dis, mais c'est une histoire de profs, d'enseignants, et que les Mahorais ne se sentent pas vraiment concernés par la retraite. Pourquoi? Alors qu'on est tous concernés par la retraite. Ben, vous savez, déjà, je tiens à rappeler que le premier mouvement qui a été initié, c'était en fin d'année, le 5 décembre dernier. Ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais fait un communiqué où j'apportais très clairement mon soutien dans cette réforme. Bon, force de constater qu'en termes, en qualité d'élu, il me semble que j'ai été le seul à avoir exprimé clairement son soutien à travers un communiqué auprès des syndicalistes. Maintenant, il faut aussi se rappeler que tous les mouvements qui ont eu lieu pendant la période scolaire. Et vous savez, c'est très difficile à Mayotte de mobiliser. Les enseignants sont en vacances. Et après, il y a un énième paramètre. À Mayotte, un jour chômé, alors que déjà que les salaires sont petits, un jour chômé, c'est difficile. Donc, personne n'est vraiment enclin à aller manifester. Mais sur le fond, oui, cette réforme nous concerne à plusieurs titres. Premièrement, le système de points va faire qu'on ne prendra plus les 10 dernières années ou les 25 meilleures années de carrière, mais on va prendre toutes les années travaillées. Sachant que sur le territoire de Mayotte, nous avons un rattrapage de SMIC qui se poursuit encore un petit peu dans certains secteurs. Dans les années 2000 ou dans les années 90 ou dans les années 80, le SMIC était vraiment très précaire. Et donc, si on devait prendre toutes ces années de référence pour déterminer une retraite demain, à Mayotte, véritablement, on sera des grands perdants. Clairement. On sera beaucoup plus perdants que les retraités futurs métropolitains. Deuxièmement, nous savons que nous sommes dans un système de rattrapage en termes de cotisation. Le système tel qu'il est proposé actuellement veut que pour ceux qui toucheront à peu près 40 000 euros annuels, devraient cotiser à peu près à hauteur de 28%. Nous, avec nos 5-6% actuels, on est bien loin de la cotisation. Et donc, c'est ce qui explique notamment que le niveau de retraite qui est perçu par nos grands-parents, nos parents aujourd'hui, il est relativement bas. Le président a dit qu'il a accepté qu'effectivement 300 euros c'était indécent. Il veut revaloriser, mais jamais il a indiqué lors de son passage que ça allait être à 1000 euros que la revalorisation se fera à Mayotte. Parce que, je le précise, parce que j'ai entendu plusieurs personnalité politique affirmer que le président a dit que les Mahorais allaient percevoir 1000 euros de retraite. Non, il n'a jamais dit. Il a dit qu'il allait étudier la revalorisation. Il aurait pu dire 1000 euros tout de suite, mais il n'a pas dit. Donc, ça veut dire que étudier, ça veut dire que le niveau sera inférieur. Donc, et enfin, je rappelle que jusqu'en 2006, la caisse de retraite de Mayotte, en fait, finalement, la caisse de sécurité sociale, etc., c'était une caisse autonome à Mayotte. Mais depuis 2006, le patrimoine des cotisations qui était fait à Mayotte a été renvoyé sur la métropole. Et à partir de là, on a bien vu que notre caisse, qui était excédentaire, parce que je rappelle qu'on est quasiment 30 000 travailleurs à Mayotte, pour un peu moins de 4 000 retraités, nous avions à Mayotte une caisse autonome excédentaire. Et donc aujourd'hui, je comprends les avocats, je comprends les infirmiers qui ont des caisses autonomes et qui ne veulent pas justement se retrouver dans une caisse. Les régimes spécifiques en fait. Voilà, dans les régimes spécifiques. Oui. Donc nous, le régime spécifique que nous l'avions, on nous a centralisé dans une caisse générale sans avoir les avantages. L'AGIR ne s'applique pas, l'ARCO ne s'applique pas, donc les retraites complémentaires ne s'appliquent pas jusqu'à présent. Donc il y a des spécificités qui doivent être étendues.
Mais on n'en parle pas. Ça doit être l'occasion d'en parler très clairement. Et on a un message là qui vient d'arriver, c'est FO, c'est Siaka de FO, il nous dit « Bonjour, nous sommes en train de sensibiliser les salariés du privé de se mobiliser car ils sont les plus éloignés du code de la sécurité sociale non applicable. » C'est la vérité parce qu'on n'a pas le sentiment, mais aujourd'hui on a le sentiment que la retraite, comme vous l'avez dit, concerne d'abord la métropole. Les gens sont résignés. Vous savez, à Mayotte, les gens sont résignés. 300 € de retraite, qu'est-ce que font la grande majorité des Mahorais? Soit ils seront amenés à vendre leur patrimoine, soit ils sont amenés à vendre leur maison, donc, etc. Soit ils sont amenés à s'expatrier à Madagascar ou aux Comores. Ce n'est pas ça la retraite envisagée. Et puis, il faut dire aussi que l'espérance de vie mahoraise, lorsqu'on dit qu'on va prolonger la période de travail, je rappelle quand même que l'expérience de vie des hommes mahorais, elle n'est pas à 75 ans. Hein. Bon, donc à partir de là, il y a vraiment nécessité que ce sujet soit parlé sur le territoire. Mais moi, je rappelle quand même que j'espère que les parlementaires mahorais seront contre cette réforme de retraite, quel que soit le bord. À La Réunion, la totalité des parlementaires, sénateurs, députés de droite ou de gauche, non, de droite, non, je vous le dis. Est-ce que vous croyez vraiment que Ramlati et Tani vont être contre le gouvernement et notamment cette réforme? Ben, s'ils sont pour, ça veut dire qu'ils sont contre les Mahorais. Donc c'est le choix et je veux dire le positionnement il est clair. Dans un parti politique, ils sont dans une mouvance politique, ils doivent suivre aussi. Et à La Réunion, nous avons également des parlementaires de gauche, certains LREM, et pour autant, ils se sont tous exprimés sur l'île de La Réunion. Ils vont voter contre en l'état actuel des choses. Parce que, et eux, ils n'ont pas les spécificités que nous avons. Ils n'ont pas ces spécificités-là. Donc, ils vont voter contre. Pourquoi? Parce que cela est... Ça serait une trahison, selon vous? Ben, ce qui est certain, c'est que cette réforme, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou en France, ne fait pas l'unanimité. Non, mais si les sénateurs ne votaient pas, ou Ramlati et Tani, on pense à eux essentiellement, parce qu'on voit mal Mansour Kamardine voter pour, que ce soit Hassan Abdallah, que ce soit Ramlati ou Tani, voter s'ils devaient voter pour cette réforme des retraites, est-ce que pour vous, ça serait une forme de trahison? Bah, écoutez, lorsque on a supprimé et on a révisé le niveau d'abattement sur la fiscalité, le niveau d'abattement sur les revenus, sur l'impôt sur le revenu qui est passé de 40 à 20. Pour autant, ces parlementaires-là l'ont adopté et moi, je l'avais vécu comme une trahison. Et la population l'a vécu comme une trahison. Et les fonctionnaires mahorais l'ont vécu comme une trahison et pourtant, ils l'ont fait. Donc, pour ma part, s'ils le font, je ne serai pas plus surprise que ça parce que ce ne sera pas la première fois. Mais néanmoins, il nous appartient de rappeler que la réforme telle qu'elle est proposée, elle se fait au détriment des Mahorais. Donc, je le dis, après, chacun prend ses responsabilités de travailler pour Mayotte ou de travailler pour Macron. Ouais. C'est un choix. Deux mots sur les municipales, il est 7h30. Je sais qu'à le temps passe vite, mais on a commencé très en retard. Sur les municipales, côté MDM, ça se passe pas trop mal. On pensait que ça allait être plus la cacophonie que ça. Globalement, ça va. Ok, on sent bien les tiraillements, mais ça se passe pas trop mal. Maintenant, il y a énormément de listes. Les alliances, ça part dans tous les sens. On a vu celle de Bab, où on a des gens avec des idées de la France Insoumise, d'autres qui sont carrément, littéralement, Rassemblement National. Est-ce que c'est ça la nouvelle politique, le nouveau virage des élections municipales? On ratisse large. Je pense que en tout cas pour les formations politiques, il faut rassembler au maximum. D'abord, il faut créer cette unité en notre sein. À Pamandzi, là où je fais vraiment campagne, nous avions initialement 3 propositions de personnes prêtes à conduire la liste MDM, mais nous avons pris le temps de discuter, d'échanger et de finalement avoir une liste unique de MDM dans la commune de Pamandzi. Mais n'étant pas satisfait... La raison l'a emporté tout de même. Voilà, parce que c'est vrai que l'ego, les ambitions personnelles, etc., on comprend que ça peut prendre le dessus pendant la période électorale ou préélectorale, mais il y a l'intérêt général, au final, qui doit primer. Donc, nous avons mis en avant cette unité au sein de notre parti à Pamandzi. Et au-delà, nous avons rassemblé largement autour du MDM et au-delà du MDM pour constituer une liste qui ressemble aux Pamandiens et qui est prêt à apporter le changement nécessaire à Pamandzi. Jusqu'aux 2 extrêmes?
Je pense, je rappelle que ce qui est fait, ce qui est proposé par notamment Bakar Ali Boto, parce que vous l'avez Oui. cité en exemple, moi je confirme qu'effectivement, dans le cadre d'une élection municipale, il est évident qu'on ne peut pas exclusivement s'appuyer sur les idées du parti. Il y a nécessité dans la gestion de la commune, dans la gestion locale, de tenir compte de la diversité Est-ce que réelle. dans votre liste, il y a des gens du Rassemblement national et de la France insoumise? Mais vous connaissez, vous, les gens du Rassemblement national, à Oui, on part les connaît, on les Non, reçoit, oui. non, écoutez, la réalité, c'est que le Rassemblement national fait des scores imposants à Mayotte Et notamment dans le sud, c'est clair. dans les grandes élections. Et ça veut dire que, finalement, les idées nationalistes de protection du territoire, ce que je vous ai proposé là tout à l'heure, mesures d'éloignement, ce ne seront pas des mesures qui seront acceptées par l'État, parce qu'on dira que c'est des mesures extrémistes d'éloigner les délinquants du territoire. Non, il faut les gérer sur le territoire. Non, non, il faut les éloigner. Donc moi je vous dis là, très franchement les choses, c'est que sur le territoire de Mayotte, la nécessité d'avoir une politique qui tourne autour des intérêts des Mahorais, elle est avérée. Et cela, c'est pas, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de frontières. Et quand vous parlez de la sécurité, la population veut qu'on soit prêt à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos enfants et de nos biens. Donc, si aujourd'hui, lorsqu'il y a une élection municipale, il faut rassembler les gens pour gagner et pour faire exister nos idées, il faut le faire. Mais je rappelle que dans le cadre de ces élections municipales, j'attends des candidats MDM, parce qu'ils sont parfois plusieurs dans une commune, qu'ils aient l'intelligence de se rapprocher prioritairement entre eux d'abord. Entre eux d'abord. Et ça, chaque leader politique de chaque commune du MDM a cette responsabilité de savoir à un moment donné faire un pas vers son homologue MDM. C'est un bon entraînement pour les élections cantonales qui arrivent. Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Kamar, la dernière question, on est très très en retard parce qu'il y a notre ami derrière qui nous attend, Tadjidine. Hein. Ouais. Danez Dani, hier, pas mal de candidats ont décrié, en tout cas dénoncé l'arrivée sur le territoire de Christelle Dubos en disant bah, elle est venue peut-être faire sa mission de ministre, mais en même temps pour peut-être aujourd'hui épauler également les candidats de LRM, notamment le maire sortant de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous en penserez au sein de votre parti ou peut-être vous-même personnellement? Au-delà des remarques qui ont été faites par des camarades politiques, moi je vais même aller plus loin. J'ai trouvé que ce déplacement dans les zones urbaines de Mamoudzou, où majoritairement ce sont une implantation migratoire clandestine qui y est, c'est d'une certaine manière reconnaître, légaliser, accepter cette réalité. Et donc, au lieu plutôt de venir nous expliquer comment on va résorber cette situation en mettant en place des mesures d'éloignement, on est plutôt là aujourd'hui en train de dire que, ok, vous êtes venus, vous êtes les bienvenus. Non. Est-ce qu'elle est là pour faire sa campagne? Bien sûr. Oui. Pour vous, C'est pour ça que je l'ai dit qu'au-delà de ce qui a déjà été dit, moi je vais plus loin. Je dis qu'aujourd'hui, le gouvernement vient légitimer ces implantations illégales dans des terrains privés ou publics. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas ce qu'on a besoin aujourd'hui comme message politique. Les messages politiques nécessaires aujourd'hui, c'est des mesures de dureté qui conduiraient à tout nouveau migrant de ne pas venir à Mayotte. Quand on dénonce le matin qu'il y a beaucoup de délinquance, quand on a vu ce qui s'est passé en fin d'année dans la zone urbaine du Grand Mamoudzou Kungu, il est quand même regrettable que le premier message ou la première mission politique, c'est de dire vous êtes bien, on va régler vos problèmes. Quand on veut résorber l'habitat insalubre, il faut d'abord se poser comme question, est-ce que c'était des habitats qui avaient été programmés et acceptés initialement? Non, ce n'est pas le cas. Donc venir faire comme si ce développement urbain était normal, c'est une erreur politique, ou si ce n'est pas une erreur politique, c'est des choix politiques pour lesquels moi, je suis contre. C'est pour cela que j'ai trouvé malvenu qu'effectivement, en période électorale, le message qui était donné par le gouvernement et par ceux qui soutiennent politiquement le gouvernement à Mayotte, c'était
l'immigration clandestine est bienvenue à Mayotte. Et si vous vous implantez sur des terrains qui ne vous appartiennent pas, vous inquiétez pas, l'État va régulariser la zone urbaine et va l'aménager pour que vous vous sentiez encore mieux afin que vous puissiez venir plus nombreux. Oui, clairement, c'est terminé ce temps de parole. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous. Certains disent même sa venue, c'est de la provocation. On aura l'occasion d'en reparler. Il est 7h37. Merci Daniel Zadani d'être venu sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.